Alors il y a ce besoin de s'agglutiner dans des villes qui parfois ne peuvent pas s'étendre dans l'espace. Alors comme vous le dites, ce sont ce que vous avez déjà mentionné, les villes Lego. On empile. On empile, et on grimpe, on gagne en hauteur. Il y en a beaucoup de ces villes Lego. Il y en a énormément, et si on prend le Japon comme exemple, parce que c'est un bon exemple pour comprendre pourquoi on ne peut pas grandir. Ouais. On pourrait prendre Monaco, on pourrait prendre Ramallah. Mais prenons le Japon parce que c'est très grand, c'est une mégalopole, et vous avez parlé de gigantisme. Donc la Taiyoji Belt, c'est la ceinture du Pacifique, qui se trouve, Tokyo est au milieu, et puis c'est 105 km de longueur. Donc une grande ville, un grand arc urbain, Tokyo, Osaka, Kobe, et puis ça va jusqu'au-dessus de Fukushima. Cette ville-là est sur la côte. Elle ne peut pas s'étendre latéralement vers l'arrière des terres parce qu'il y a les forêts et que les forêts sont protégées. Et les kami, c'est aussi de l'exploitation forestière, donc c'est de l'argent. Elles peuvent plus s'étendre vers la mer parce qu'elles ont déjà construit des polders et qu'aujourd'hui, à chaque séisme, les polders s'enfoncent comme des marécages et des sables mouvants. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction des sols. Donc toute la côte, du reste, est complètement artificielle. Si vous regardez sur Google Earth, c'est très intéressant de voir. C'est vraiment un découpage intriguant. Donc elles doivent se développer de manière soit verticalement en hauteur, soit verticalement en creux. Donc en hauteur, il y a un nouveau projet qui s'appelle la Sky Mile Tower, qui va empiler comme ça 440 étages au milieu de la baie de Tokyo sur une mer transformée en culture d'algues. Voilà, un projet très science-fiction, mais réel en même temps. 80% de la population japonaise qui vit sur ces 4% du territoire de l'archipel. C'est pourtant pas bien grand le Japon, mais là encore, on se concentre, on se condense. Justement, vous le disiez, ville Lego, on s'élève. Il y a aussi les villes terriers, et Tokyo est à la fois une ville Lego et une ville terrier, parce que on creuse, c'est aussi une façon de se protéger des typhons. Des séismes aussi. Et des séismes. Mais alors, ça implique quoi de dire on creuse alors ces villes terriers, oui, c'est vrai, je les ai découvertes au Japon. Maintenant, je me suis rendu compte qu'à Helsinki, elles existaient depuis des années, parce que quand il y a le grand froid, il faut survivre. À Paris, le nouveau réinventé Paris, c'est habiter les sous-sols. Au Japon, pourquoi est-ce que ça a démarré? Pourquoi est-ce on a commencé à habiter les sous-sols? Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés qui sont déjà creusés sous la terre. Ça a commencé dans les années 80 avec une crise économique et une crise de foncier. L'argent était ça coûtait tellement cher qu'il fallait essayer de trouver de la place, et donc on a cherché sous terre, c'est-à-dire là où il y en avait encore un petit peu. Et donc aujourd'hui, ce sont des réseaux ferrés qui se sont transformés petit à petit en galeries marchandes. On y a mis des équipements, comme on l'a fait à Helsinki, des équipements qui n'avaient pas besoin de lumière naturelle, des cinémas, des choses comme ça. Et aujourd'hui, toutes les grandes compagnies de construction japonaises ont leurs projets de villes souterraines. Et ça, c'est des projets complètement dingues, mais c'est des projets réalistes. Ils sont capables de le faire avec des bulles. Ça ressemble à des navettes spatiales. Les parois sont courbes, tout est très blanc ou très souple ou très c'est une ambiance caressante, on va dire, avec une douce musique. Parfois il y a des chants d'oiseaux. On aurait pu prendre les bruyants et voir ce que ça donnait dans les métros et les souterrains japonais. Tout ça avec une jungle qu'on a replantée à l'intérieur et qui donne un sentiment de bien-être. Alors il y a aussi des projets de villes flottantes. Là aussi, ça paraît étonnant parce qu'on se dit il y a quand même encore des surfaces sur les continents qui sont disponibles et libres. Alors, on préfère imaginer faire flotter des villes. Il y a deux grandes catégories de villes flottantes. Enfin, il y en a trois même. Il y en a une qui est la nécessité. Je pense à Amsterdam, et puis ils sont déjà très loin dans ces questions-là en Hollande, puisque ils ont construit sous le niveau de la terre et que les digues commencent à être difficiles à entretenir au niveau argent. Donc, on imagine habiter sur l'eau, d'abord sur un bateau, et puis sur un quartier flottant, et puis le quartier devient une ville, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un refuge par rapport à cette montée des eaux. La deuxième catégorie, c'est les villes libertaires. Et ça, il y en a de plus en plus. Grand patron de Facebook qui a mis plusieurs millions dans des projets de villes libertaires. Ce sont des villes libertaires qui se trouvent évidemment dans des eaux internationales, des eaux qui sont hors taxes, etc. Et qui sont aussi des immenses casinos, par exemple. À Macao, il y a un immense casino qui est imaginé, qui est une ville de 4 km² avec des hôtels sous-marins. Vous pourrez passer d'un hôtel à un autre sur des petits sous-marins, des petits bathyscaphes individuels comme dans Spirou et Fantasio. Et ce projet est allé très très loin. Mais quelle loi s'applique sur une île qui est construite qui flotte dans des eaux internationales? Les villes libertaires font ce qu'elles veulent.